septembre pour participer justement à cette représentation si vous êtes gargeois. Des ateliers d'animation musicale seront proposés ces jours-ci, des ateliers gratuits mais bien sûr sur inscription au 06 25 54 19 39. C'était votre flash valoisien sur IDFM Radio Anguin. C'était la matinale aussi et je vous retrouve demain matin, 7h-9h, invité, rubrique, bon plan, cadeau. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec une pléiade d'invités en compagnie de Florence Sueur pour l'émission Le Bar de l'économie. Très bonne journée, à demain, 7h. Qu'est-ce qu'il y a? Tu fais ça toujours au dernier moment? Ben non, d'habitude j'ai un journaliste avec moi, donc je le fais. Quand c'est rouge, c'est qu'on est en direct. Et là, j'y vais, moi. Tiens, les titres. Vous me direz, vous me faites des croix devant lesquelles vous prenez. Je vous ai dit, on commence par Ed Sheeran, Bieber, comme ça. En fait, moi, les croix pour tous, et puis comme ça, je les annonce. Ah bah, c'est chaud aujourd'hui. Bon. Bonjour à toutes, bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver pour cette nouvelle matinée au bar de l'économie. Alors 100 jours pour réussir, c'est entre autres notre thème du jour avec Frédéric Marquette, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur de ce livre publié aux éditions À Contre-Courant. Vous y donnez les 7 clés pour réussir une prise de fonction à partir de témoignages recueillis auprès d'une quarantaine de dirigeants de haut niveau, car vous êtes associé chez EIM, une société de conseil en management, notamment le management de transition, dont vous allez nous expliquer évidemment tout à l'heure ce que ça veut dire. Mais vous êtes aussi l'auteur de l'ouvrage Pourquoi eux? Les secrets d'une ascension. Nous en profiterons donc pour annoncer donc bien sûr vos actualités et puis annoncer peut-être les clés. C'est ça qu'on veut savoir, tous les secrets pour être un bon dirigeant. À vos côtés, Jean-François Benon, bonjour. Bonjour, bonjour. Alors Jean-François, on peut dire que vous êtes un habitué de cette émission, hein, avec notre équipe, vous venez régulièrement, car vous êtes le directeur du comité d'expansion du Val d'Oise. L'actualité, c'est d'aider les entrepreneurs à s'exporter, à s'exposer. Nous verrons quand et où avec vous tout à l'heure. Et puis, nous attendons Alexandre Pueyo, qui, le pauvre, arrive de la région de Cergy. Il est il est conseiller départemental du Val d'Oise. Avec lui, nous parlerons des 50 ans du département, de la journée patrimoine, ce week-end, bien sûr, partout en France, mais aussi en Val d'Oise. Et puis, la bonne nouvelle, c'est la Poste qui revient s'installer, en particulier à Cergy. Voilà, vers 10h, notre secret de cuisine avec Bruno Vigoureux. Bien sûr, nos invités vont commenter l'actualité, juste après notre pépite musicale du jour. Et ce matin, on a choisi Ed Sheeran pour commencer. C'est pas Ed Sheeran. C'est qui? C'est vous qui m'avez dit ça deux fois. Oui, mais je croyais que vous n'avez pas compris. Excusez-moi, c'est ma faute. Je croyais que vous n'avez pas compris. Je me suis dit, je pensais que vous vouliez un autre titre. Donc je vous ai mis. Non, c'est pas très bien. C'est pas grave, vous annoncerez. Bien, c'est pas Ed Sheeran. Qui là? C'est Big Flo, je vous ai mis croix, mais je vous ai pas prévenu parce que vous êtes en train de parler. Excusez-moi. C'est pas grave, ça fait une sacrée différence. Ouais. Bon là, vous avez besoin un petit peu de rap. Qu'est-ce que c'est pépite musicale? Je comprends pas ce que en gros, c'est juste un titre. Non, la pépite musicale, en général, c'est un titre très connu. Genre rock ou jazz ou mais les gens adorent, ancien, mais plus ancien. Okay. Et tout le reste c'est des nouveautés. C'est censé être le premier titre. C'est censé être le premier titre. Ok, bah j'ai pas du tout compris ça. Mais ça fait rien, ça peut être une pépite. Oui, ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas de problème. 1, 2, 3, ok. Non, bah du coup, il faudra plutôt nous mettre Ed Sheeran en 2, puisqu'on l'avait annoncé. Ouais. Et Calogero en 3. Hein, on fait ça? Yes. D'accord. Bon, alors les amateurs d'Ed Sheeran, ils vont me dire, mais elle va pas bien. Est-ce que vous connaissez tous les deux Big Flo et Oli? Non, sincèrement, ça me dit. Ils ont fait un super titre que j'ai beaucoup passé d'ailleurs au printemps. Ça s'appelait. Ouais, faut souvent. Ça s'appelait. Ça voulait dire quand on veut faire quelque chose, il faut oser. C'était très bien. Faut aller à fond, quoi. Ça veut dire. On va laisser la porte ouverte s'il sonne, comme ça on lui ouvrira.
Donc là, c'est Big Flo Oli et Petit Disque. Petit biscuit, oui, ça je sais. Donc ça, je sais qui c'est quand même. Asseyez-vous, prenez une chaise, mettez-vous là, voilà. Mais vous pouvez écouter les paroles des rappeurs en général, et il y en a beaucoup qui disent des choses assez vraies. Et d'ailleurs, si vous avez envie de réagir, vous pouvez. Je prends pas les rappeurs qui sont hyper... Personnellement, j'aime pas. Il y en a qui ont Mais au niveau de l'économie, de la variété, il y en a qui ont des problèmes je vois... Ah non, laissez ouvert, on a trop chaud là. Faut fermer... Je vais fermer avant de la... Ouais, un petit peu avant. Quand vous nous dites on reprend dans tant de temps, je fermerai. Mais il faut quand même savoir que la musique rap, elle est en passe de devenir la première musique achetée. Après, il y a du volume d'affaires. C'est énorme. Je parle dans la variété. Hein. Oui, bien sûr. Après, je pense que aussi la musique rap, moi, c'est devenu, ça s'est élargi quand même à plus que ce que c'était. Enfin, Oui. ça c'est musique rap. Ça, c'est loin quand même pas, genre après qu'est-ce que c'est de la musique. Est-ce que vous avez annoncé sur vos réseaux que vous veniez ce matin à l'antenne avec le logo de la radio? J'ai relayé moi les infos, l'info qui est parue hier sur que tu as mis en ligne hier. Oui, sur Facebook, oui, je n'ai pas eu le temps de le faire de la Il y semaine. avait le programme de la semaine. D'habitude, je mets le programme de la semaine le dimanche. Ah oui, je l'ai vu hier. Mais là, je l'ai fait qu'hier. Et du coup, j'ai commencé par vendredi, par demain, et aujourd'hui, puis j'ai remonté les autres jours. Ah voilà, la nuit porte conseil, bah, c'est pas mal donc, ça. Le thème, c'est quoi le thème de l'émission? Tu dis 100 jours pour réussir. C'est le titre de votre. Oui. Qu'est-ce qu'il fait Alexandre Pueyo? C'est pas bien ça. Bah, il aurait dû partir à la même heure que moi. Parce on habite à côté. Pourtant hier soir, on a bien validé tous les deux, je lui ai envoyé les thèmes, il dit ok, je bosse sur les thèmes que vous me proposez. En général, il est très sérieux. Hein. Ah non, mais je sais qu'il est sérieux, il est déjà venu. C'est quelqu'un qui est très rigoureux. Ouais, il est super, moi j'aime bien. Il prépare son avis en politique. Non, il a raison. Il a bien raison, il faut des jeunes. Et puis il occupe le terrain, il est très présent. Oui, il est très présent, lui. Sur IDFM, au bar de l'économie, vous venez d'entendre Big Flo et Oli et Petit Biscuit avec leur titre Demain, vous avez entendu, La nuit porte conseil. Et non pas Ed Sheeran, on fera monter Ed Sheeran pour son titre Happier tout à l'heure à la prochaine pause. Alors aujourd'hui, je reçois Frédéric Marquette, 100 jours pour réussir, c'est notre thème du jour. Et puis également, bien sûr, Jean-François Benon. Comme je l'ai dit, on attend toujours Alexandre Pueyo. Alors, on va commencer malgré tout par les infos du jour. Au moins 3677 enfants, en majorité des garçons âgés de moins de 13 ans, ont été victimes d'abus sexuels commis par 1670 prêtres en Allemagne entre 1946 et 2014, selon un rapport consulté par les hebdomadaires Spiegel et Die Zeit. Donc je parle de l'Allemagne. Pendant 3 ans et demi, un consortium de chercheurs des universités de Mannheim, Heidelberg et Gießen ont examiné 38 000 dossiers et manuscrits provenant de 27 diocèses allemands transmis par l'Église sans avoir eu un accès direct aux archives. Donc on peut s'imaginer qu'il y en a peut-être plus que prévu. Cela signifie donc que le chiffre annoncé de plus de 3600 enfants pourrait être plus élevé. Et selon les auteurs de l'étude, pendant des décennies, l'Église a détruit ou manipulé de nombreux documents relatifs à des suspects et minimisé sciemment la gravité et l'ampleur des faits. Les clercs accusés étaient souvent transférés sans que les fidèles ne soient avertis du danger potentiel pour les enfants. En tout, seulement un tiers des suspects ont fait face à des poursuites en vertu du droit canonique. Mais les sanctions étaient minimes, voire inexistantes, expliquent les auteurs du rapport. On reste quand même tous stupéfaits par l'ampleur dévoilée, mais aussi par celle cachée en Allemagne, mais cachée partout dans le monde. Le pape François a d'ailleurs convoqué pour février 2019 au Vatican une réunion sans précédent de tous les présidents des conférences épiscopales dans le monde pour aborder le thème de la protection des mineurs. On peut dire il est temps. Je ne sais pas si mes invités veulent réagir. Jean-François Benon. Non, simplement rappeler, mais M. Pueyo le fera, Alexandre Pueyo le fera mieux que moi, bien entendu, puisque c'est une responsabilité du conseil départemental. La protection des mineurs est un sujet très important à la charge des départements et des conseils départementaux. En France. En France, bien sûr, et donc je pense qu'il y a des politiques qui sont développées, et d'ailleurs dans le Val d'Oise, l'Assemblée départementale a décidé d'investir dans une nouvelle, ce qu'on appelle maison de l'enfance, hein, et ils vont lancer donc les travaux dans quelques temps d'un nouvel équipement qui intégrera
de vrais outils renforcés pour que les équipes qui s'occupent de ces jeunes, et c'est un métier difficile, soient dans les meilleures conditions de travail possibles. Voilà. Donc il y a des investissements engagés et des décisions prises dans le Val d'Oise autour de la protection des mineurs. Merci Jean-François Benon. Seconde info, on le savait, le député LREM Richard Ferrand a été élu président de l'Assemblée nationale hier mercredi par 254 voix sur 484, soit avec un petit 52%. Il était bien sûr assuré de l'emporter du fait de la nette majorité dont dispose le parti présidentiel, 312 députés sur 577. Mais ça signifie tout de même que 58 députés de la majorité n'ont pas voté pour lui. Alors vous vous demanderez où en est peut-être l'affaire des mutuelles de Bretagne pour laquelle Richard Ferrand a été poursuivi en justice. Eh bien en janvier 2018, rebondissement après la plainte avec constitution de partie civile déposée par l'association Anticorps. Le parquet national financier a ouvert une information judiciaire pour prise illégale d'intérêt et recel et complicité de ce délit. Mais, autre rebondissement en juillet 2018, donc il y a 2 mois, Richard Ferrand a obtenu que le pôle financier du tribunal de Paris soit dessaisi du dossier en raison de la présence d'Éric Alt, vice-président d'Anticorps et magistrat au tribunal de grande instance de Paris. C'est désormais un juge de Lille qui se penche sur l'avenir judiciaire du ministre. De l'ancien ministre. Richard Ferrand risque jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 200 000 € d'amende dans cette affaire. On attend maintenant de voir qui lui succédera à la présidence des députés LREM. Autre info, eh bien, un rapport parlementaire propose de rendre obligatoire l'armement des policiers municipaux. Le maire d'ailleurs d'Europe Écologie Les Verts d'Arcueil s'est opposé à cette mesure. Il dit: nos agents de police municipaux n'ont pas vocation à interpeller les gens et à les faire contrôler, a dit donc Christian Métairie, que j'ai entendu sur France Info ce mardi. La question, dit-il, c'est: quel objectif fixe-t-on à la police municipale? Pour nous, l'objectif, c'est de rendre la sécurité du quotidien auprès de nos habitants et d'assurer les questions du stationnement. Nos agents n'ont donc pas vocation à interpeller, à faire des contrôles. Alors, piloté par les députés LREM Jean-Michel Fauvert, ancien patron du RAID, et Alice Toureau, le rapport parlementaire remis mardi au Premier ministre comporte 78 propositions pour favoriser la coproduction de sécurité entre police, gendarmerie nationale et police municipale et agents de sécurité privés. Et il a été fait mention, pourquoi pas, d'une nouvelle école. Le 12 octobre, c'est la date choisie par la Directe Val d'Oise pour vous convier à échanger vos points de vue et partager votre expérience sur la mobilité transnationale. Cette matinée serait donc de 9h à 12h et s'organise dans le cadre des Erasmus Day. Je vous en dirai un peu plus sur le lieu un peu plus tard. Voilà, mais bloquez en attendant vos agendas. Peut-être une réaction, Jean-François Benon? Non, simplement sur les questions de sécurité. Rappelez que le Val d'Oise s'est engagé avec le soutien de la région de l'Île-de-France et des entreprises privées dans une dynamique très forte autour de cette filière. C'est une filière évidemment multiforme, la sécurité globale, pas uniquement la cybersécurité, mais bien tout ce qui touche à la sécurité des territoires. Et nous avons donc lancé la création d'un nouveau cluster qui s'appelle Security System Valley, qui est déjà très actif et qui monte en puissance évidemment. Et ces questions de formation des agents de sécurité et de tous ceux qui travaillent dans les métiers de la sécurité est un vrai sujet. C'est en même temps une filière qui offrira beaucoup d'emplois dans les années qui viennent. On le voit, nous, dans le Val d'Oise, depuis de nombreuses années, autour du pôle aéroportuaire de Roissy-Charles de Gaulle, notamment, où il y a évidemment beaucoup d'emplois proposés à des habitants du territoire dans les métiers de la sécurité. Je crois que c'est des domaines qui vont monter, mais qui ont besoin d'une véritable professionnalisation. C'est des métiers où on n'est plus dans le vigile d'autrefois avec un chien et uniquement quelques rudiments de connaissances. Aujourd'hui, c'est l'utilisation des nouvelles technologies de l'information, la géolocalisation, les tablettes, etc. Ça nécessite donc des vraies formations de haut niveau, de plus en plus techniques. Et donc, le Conseil régional et la présidente de la région, Madame Pécresse, a annoncé à plusieurs reprises que la région s'engageait dans le soutien à cette filière et qu'elle allait soutenir avec l'État la création de ce qu'on appelle des campus des métiers de la formation orientés vers les métiers de la sécurité. Et de façon assez légitime et logique, il nous semble, l'un de ces campus des métiers pourrait être installé dans le Val d'Oise. Donc nous pourrions être dans le Val d'Oise le département, peut-être des 2 départements qui accueilleraient en Île-de-France l'un de ces nouveaux campus des métiers de la formation. En tous les cas, c'est une vision
vision stratégique qui est portée par la région. Et nous nous en félicitons parce qu'évidemment, c'est cohérent avec le fait que le Val-d'Oise accueille le siège de ce cluster régional autour de la sécurité globale. Frédéric Marquette. Je pense que la question de sécurité, effectivement, n'est pas une question facile. Ce qui est dommage, c'est comme beaucoup de ces questions, on aborde ça souvent d'une façon assez dogmatique et idéologique, alors qu'il faut la porter, de mon point de vue, d'une question plutôt pragmatique. Quels sont les risques, quels sont les inconvénients, et dans les risques, il faut aussi tenir en compte la sécurité des agents de sécurité eux-mêmes, qui peuvent être confrontés sur le terrain à des situations difficiles, même s'ils n'ont pas effectivement vocation à interpeller les gens. Et puis finalement, c'est peut-être justement la police municipale qui connaît le mieux les habitants de leur quartier ou de leur ville. Donc ça ne serait peut-être pas un mal de les former et de les autoriser à... Cela étant dit, effectivement, la formation et le professionnalisme est un prérequis indispensable à toute évolution. Mais comme dans tout métier de toute manière. Merci Frédéric Marquette, merci Jean-François Benon. Autre info à retenir, c'est bien sûr le nouvel iPhone, un enjeu majeur pour Apple, avec une fourchette de prix tout de même comprise entre 1159 et 1329 euros. L'iPhone X, 10, sorti pour les 10 ans de la marque, a été présenté mardi en Californie. Il y a aussi les iPhone 8 et 8 Plus qui seront disponibles le 22 septembre à partir de 809 euros et de 919 euros avec 64 gigaoctets de mémoire. Ils remplaceront les 7 et 7 Plus lancés en septembre dernier. Pas de révolution pour ces deux derniers modèles qui se contentent d'améliorer les performances de leurs aînés, mais ils bénéficient toutefois de la technologie de recharge sans fil. L'enjeu est majeur pour Apple car Huawei a franchi le cap des 100 millions de smartphones cette année et vise les 200 millions de terminaux écoulés en 2018. Le chinois se rapproche donc d'Apple et de ses 215,8 millions d'iPhones vendus l'année dernière. Et c'est toujours bien sûr Samsung qui se place en tête, mais Samsung a déjà décidé de changer de stratégie d'ailleurs commerciale. Il a annoncé, ça je vous en parlerai la semaine prochaine, il a annoncé pas mal de diversification et il va s'installer à New York pour son second centre de recherche. Je vous en reparle la semaine prochaine. Peut-être un commentaire, Frédéric Marquette, sur la stratégie d'Apple? Apple vise clairement un milieu haut de gamme. Effectivement, on peut considérer que c'est cher, mais tant qu'il y a des gens qui achètent Apple, pourquoi ne s'en priverait-il pas? La question qu'on peut se poser, c'est plutôt sur l'obsolescence programmée d'un certain nombre de téléphones portables, qui elle est beaucoup plus scandaleuse. Et donc, mais on peut voir aussi que la stratégie fonctionne pour Apple, puisqu'ils n'ont jamais fait autant de bénéfices. Ils savent tellement plus quoi faire avec l'argent qu'ils gagnent. Ils n'ont plus d'idées. Enfin, ce qui est absolument étonnant, c'est qu'ils n'ont pas d'idée de développement de nouveaux produits. Ils ont préféré choisir la solution de racheter leurs propres actions de façon à ce que les actionnaires qui restent aient le plus d'actions possible. Et là, ils sont en train de leur verser un maximum de bénéfices. Voilà un petit peu pour Apple. Autre info que j'avais retenue pour aujourd'hui, c'était le gouvernement va débloquer 75 à 100 millions d'euros pour former 13 millions de Français au numérique, estimant qu'il existe une double fracture numérique en France au niveau de l'accès à Internet et en matière d'usage des outils numériques. C'est Mounir Majoubi, le secrétaire d'État en charge du numérique, qui l'a annoncé cette semaine. Il va créer un pass numérique qui permettra de suivre 10 à 20 heures de formation d'une valeur de 50 à 100 euros. Ce programme sera proposé par Pôle emploi, la Caisse d'allocation familiale, l'assurance maladie, les villes, les agglomérations et les départements. 13% de la population âgée de plus de 18 ans, soit 6,7 millions d'adultes français, ne se connectent jamais à Internet. Donc l'objectif, c'est former chaque année 1,5 million de Français qui ne disposent pas de compétences suffisantes ou peut-être carrément de l'accès. Certains n'ont, dans certaines régions, ils n'ont toujours pas accès à un débit correct. Et pourquoi, à votre avis, lance-t-on ce programme? Eh bien parce que les géants du net, depuis cette année, ont démarré leur propre programme. Google se fixe pour objectif de former chaque année 100 000 personnes aux outils numériques en France. Facebook souhaite former 65 000 personnes d'ici à 2019. Et Microsoft a lancé en début d'année un cursus dédié à l'intelligence artificielle au sein de son campus à Issy-les-Moulineaux. Frédéric Marquette, vous voulez sans doute réagir? Je pense qu'effectivement, le numérique aujourd'hui, c'est l'accès à la formation, c'est l'accès à l'information. Les gens qui sont connectés au numérique ne s'en passent pas de la journée, que ce soit pour choisir un restaurant, que ce soit pour trouver une formation, que ce soit pour à peu près tout. Et donc, la différence d'accès, effectivement, une différence de niveau de vie
des possibilités d'évolution, effectivement, c'est important. Et c'est important également dans la position de la France par rapport aux autres pays. Donc, Jean-François Bedon, vous voulez réagir peut-être? Le numérique, c'est un sujet incontournable et qui touche, on en disait un mot il y a un instant pour parler des métiers de la sécurité, y compris les métiers les plus simples dans ce domaine-là. Aujourd'hui, la montée en puissance des technologies numériques fait qu'il n'y a plus un domaine d'activité, un seul métier qui peut échapper à l'utilisation des tablettes, des outils connectés, des objets connectés. Donc je crois qu'il y a un vrai problème culturel et si les nouvelles générations ont intégré ça de façon très, très rapide, il y a encore aujourd'hui tout un pan des salariés dans les entreprises, à tous les niveaux d'ailleurs, qui ont besoin d'avoir des formations et des qualifications complémentaires. Alors avec les deux aspects, c'est-à-dire à la fois tout ce que ces technologies peuvent apporter en termes de confort, d'efficacité, etc. Et puis l'autre volet, c'est tous les risques aujourd'hui qu'il peut y avoir. On en sait quelque chose, nous, dans le cluster sécurité, autour des risques de la cybersécurité. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui, comme toujours dans les technologies, les choses extrêmement dynamiques et positives, et puis en même temps les menaces. Et il faut également, dans la formation au numérique, former, au-delà de l'utilisation, former aux menaces, parce que ce ne sont pas des vues de l'esprit. Il n'y a pas un jour aujourd'hui sans qu'une entreprise, petite, moyenne ou grande, se fasse attaquer. On est dans de la criminalité, des nouvelles formes de criminalité. Et je crois que c'est un vrai sujet qui nécessite effectivement là aussi une partie de la formation. Voilà, donc je pense qu'on a effectivement besoin dans notre pays, peut-être plus que dans d'autres qui ont déjà intégré ça, notamment les pays asiatiques et qui ont beaucoup travaillé sur ces questions pour la formation des citoyens. On est vraiment dans la prise de conscience des salariés, des citoyens et des entrepreneurs sur les risques. Et dans le cluster dont nous avons la charge dans le Val d'Oise, nous avons précisément des plans de formation et d'information, y compris des salariés, des dirigeants de PME, PMI. Nous avons un projet avec le parc d'activité économique de Saint-Ouen-le-Mône, notamment pour travailler avec les responsables et les 800 ou les 600 entreprises de ce parc d'activité pour une formation et sensibilisation au numérique en général et aux menaces de cybersécurité en particulier. Alors, dernière info du jour, c'est la SNCF qui veut faire rouler des trains autonomes dès 2023 pour mettre en service des trains sans conducteur. L'entreprise publique s'est entourée des constructeurs ferroviaires Alstom et Bombardier. Avec le train autonome, tous les trains circuleront de manière harmonisée, à la même vitesse, et l'exploitation ferroviaire gagnera en fluidité et en ponctualité, a prévu Guillaume Pépi, le patron de la SNCF, et peut-être aussi pour nous, peut-être moins de grève, donc plus de trains à l'heure. Vous voulez réagir, peut-être, Frédéric Marquette? Un transport sans grève, ça fait gagner en économie, non? Oui, mais en dehors de ça, il y a parfois des réticences, effectivement, par rapport à l'automatisation. Dans beaucoup de sujets, par exemple, dans le domaine médical, les gens préfèrent être soignés, traités par un être humain. Mais dans un certain nombre de cas, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, la technologie est plus fiable. Merci beaucoup Frédéric Marquette. Allez, tout de suite une petite pause musicale et puis on revient avec vous tout de suite après cette fois Ed Sheeran. C'est bon, je pense qu'il va pouvoir monter à l'antenne. Merci Quentin. Il y a quelqu'un qui est venu pour le rideau. Pardon? Il y a quelqu'un pour le rideau et oui. Je ne sais pas comment ouvrir le portail. Vous savez? Oui, je sais moi. Attendez, j'arrive. Bonjour. Bonjour. Tout va bien? Ça va, ça va. Problème de circulation. Non, je ne pas arriver plus tôt qu'elle le savait. Je fumais en avance vu que j'avais dit 10 heures. Alors, attendez, parce que la technique maintenant, c'est que je fais commenter l'actualité, donc j'avais choisi des infos pour vous. De toute façon, je suis là. Alors, non, je suis passé. Non, mais maintenant, vous êtes coincé. Alors, les infos à retenir, on a déjà annoncé les abus sexuels en Allemagne. Alors, je vais vous les passer. Oui, est-ce que vous voulez réagir? Richard Ferrand, élu... Oui, ça, Richard Ferrand, oui, c'est déjà plus facile. Voilà. Après, j'avais dit le rapport parlementaire qui propose de rendre obligatoire l'armement des policiers municipaux avec la formation. Pas de problème, j'avais déjà intervenu là-dessus. Voilà. Vu que j'étais pour à Cergy. Bon, le 12 octobre, la date choisie par la Directe pour convier à échanger nos points de vue sur la mobilité. Ah oui, merci, BC. Sur la mobilité transnationale comme levier d'intégration professionnelle. Vous voulez réagir à ça ou pas? J'ai pas du tout entendu parler. Un nouvel enjeu, c'était l'iPhone. Pour Apple, bon, ça bof. Oui. Le gouvernement va débloquer 75 à 100 millions d'euros pour former 13 millions de Français au numérique.
Oui, ça si vous voulez. Vous voulez réagir? Ouais. Bah, on est dans un département. Voilà. On va câbler Donc, tout le département. Donc. alors, voilà, 3 infos sur lesquelles vous voulez réagir. Ok, alors on va reprendre ça pendant 5 minutes. Ok. Avant, on va lui demander. Donc je vais rappeler juste les titres, pas tout le détail. Mais si Oui, vous voulez, bien je vous le sûr. passe le détail si vous voulez plus après. Je n'ai pas besoin des textes, moi. ouais. Après, si vous voulez. Dites-moi, alors, rappelez-moi juste pour que je sache ce que c'est. Ouais, Richard Ferrand, j'ai lu les articles. Finalement, c'est Marc Fesneau, la star du jour. Oui. C'est qui Marc Fesneau? C'est le du 80. Modem, c'est le président. C'est lui qui du va Modem. succéder? Non, il a eu 86 voix. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, Ah il, oui. a pris, Il a pompé les il a voix. pris 43 voix de son groupe qui était présent, et il a pris 43 voix. Bah, alors, on peut dire qu'on ne sait pas où, sauf que quand on fait le calcul, il a tous pris... Je crois qu'il manque 100 voix en fait, par rapport à ce que Oui, une centaine oui. de voix il doit lui manquer. Il manque énormément En par rapport à fait, l'origine. oui, Marc Fesneau, il a eu 86 voix et Annie Genevard a récolté 95 voix. Oui, Plus. mais enfin, Oui, ils sont- mais 95, Elle c'est a- la totalité de son groupe. Oui. C'est-à-dire qu'on Ah, voit... d'accord. normal, oui. Elle a eu la totalité de son D'accord. groupe. Celui qui s'est présenté pour le groupe France Insoumise a eu la totalité de son groupe. Mhm. Donc, bah, Marc Fesneau, les voix, on sait où il les a prises. Il les a prises à La République En Marche. D'accord, bah vous, c'est ça Donc, que vous allez nous dire. Il y a une partie de... Ok. Par contre, il faudra bien parler devant le micro. Oui, je l'ai enlevé juste... D'accord, non mais bon. Je me souviens pas qu'ils étaient aussi Oh, massifs. si, bah, c'est une vieille technologie chez nous. Mhm. Alors, oui. On reprend. C'était Ed Sheeran avec son titre Happier sur IDFM. Nous sommes au bar de l'économie en compagnie de Frédéric Marquette, de Jean-François Benon et d'Alexandre Pueyo. Alors Alexandre Pueyo, j'aimerais bien qu'on commente un petit peu l'actualité ensemble puisque nos deux autres invités l'ont fait juste avant cette pause musicale. Donc la première info du jour à retenir, enfin en tout cas celle que j'ai choisie, eh bien c'est au moins 3677 enfants, en majorité des garçons âgés de moins de 13 ans, qui ont été victimes d'abus sexuels commis par 1670 prêtres en Allemagne entre 1946 et 2014. Et d'ailleurs, donc, comme je le disais, on reste stupéfait par l'ampleur dévoilée, mais aussi par celle cachée, puisque l'étude a montré qu'ils n'avaient pas eu accès aux archives, mais qu'on leur a donné certains éléments. Le pape François a d'ailleurs convoqué pour février 2019 au Vatican une réunion sans précédent de tous les présidents des conférences épiscopales dans le monde pour aborder le thème de la protection des mineurs. Bah, moi, ce qui me choque, c'est pas seulement le nombre, c'est que ces gens ont été protégés. Donc c'est ça le vrai problème. Que quelqu'un dérive, ça arrive malheureusement dans beaucoup de secteurs, au sein des écoles quelquefois, dans le cercle familial très souvent, mais on doit dénoncer ce qui se passe. C'est le fait d'avoir caché et d'avoir protégé ces prêtres ou ces personnes, de les avoir déplacés très souvent, essayer de noyer le poisson pour pas qu'il y ait de plainte. C'est ça le vrai problème. S'il y a un viol sur enfant qu'on n'a pas pu empêcher parce que la personne a bien caché son jeu, bon, on ne peut pas y faire grand-chose, mais on doit immédiatement le dénoncer à la justice. C'est la base, surtout pour une église qui défend des valeurs qui ne sont pas celles-là. Donc j'espère qu'il va y avoir une conscience. Enfin, j'ai l'impression qu'en tout cas en France, l'épiscopat, j'ai entendu l'évêque de Strasbourg, l'archevêque de Strasbourg, pardon, qui demandait à tous les prêtres, mais aussi aux catholiques, de dénoncer les actes quand ils en ont connaissance, même s'ils ont un doute. Voilà, c'est ça la base. Qu'une personne fasse un acte répréhensible, on ne peut pas toujours l'empêcher, mais si on en a connaissance, immédiatement il faut le dénoncer. C'est gravissime qu'on ait protégé ces gens-là. C'est gravissime, mais on l'a fait nous aussi en France pendant très longtemps. Le père Vignon s'est exprimé, je l'ai entendu, et lui il dit il faut carrément faire du dégagisme, c'est-à-dire, alors peut-être qu'il faut réfléchir à l'ouverture à l'autorisation que les prêtres se marient finalement. Alors, je pense que ça n'a rien à voir. Quelqu'un qui a envie de se marier, alors, ça c'est la crise des vocations. Peut-être que ça permettrait de régler une crise des vocations, que ça créerait des prêtres qui seraient plus dans la société actuelle. Mais quand quelqu'un est pédophile, c'est pas parce qu'il se marie que ça règle le problème. La pédophilie est une maladie. C'est pas parce qu'on se marie. Vous pensez qu'ils sont carrément pédophiles et que ça n'est pas... Quand on agresse un enfant de 12 ans ou une fille ou un garçon, c'est pas de se marier qui va régler le problème. Donc pour vous, c'est une question de maladie mentale. Voilà, on a bien compris. Oui, et puis c'est une question de justice.
Ensuite, c'est une question de justice, bien sûr. Ça, de toute façon, bien sûr. Alors, seconde info que j'ai annoncée, c'est, sans surprise, Richard Ferrand qui a été élu président de l'Assemblée nationale avec, comme je l'ai dit, seulement 52%, puisqu'il n'a eu que 254 voix sur 484. Donc, je répète, 254 voix sur 484, ça signifie que 58 députés n'ont pas voté pour lui. Parmi les 4 autres prétendants au perchoir, il y a eu Annie Genevard, DLR, qui a récolté 95 voix, et Marc Fesneau, du MoDem, qui a récolté 86 voix. Quel commentaire vous faites en fait? Quelle lecture? Un des présidents les plus mal élus. On voit très bien la scission qu'il y a quand même aujourd'hui au sein de la République En Marche à l'Assemblée nationale. Donc Marc Fesneau, du MoDem, a doublé son score. Et c'est un peu la star. C'est le seul qui a réussi à faire beaucoup plus. Il a quand même doublé son score par rapport à son groupe. Annie Genevard, et j'en suis heureux, a fait l'intégralité du groupe des Républicains. Pareil pour le candidat de la France Insoumise et du candidat communiste. Et il y a Marc Fesneau, candidat MoDem, 43 députés présents, 86 voix. Et il les a bien pris quelque part. Il les a pris à la République En Marche. Donc aujourd'hui, vous avez quand même plus d'une quarantaine de députés En Marche qui n'ont pas voulu voter pour leur ancien chef de groupe, devenu président, alors qu'on savait tous qu'il allait être élu assez facilement. Donc c'est quand même un acte de défiance assez fort vis-à-vis de la façon dont il a structuré le groupe En Marche aujourd'hui, de façon extrêmement autoritaire, des députés qui n'ont pas le droit de déposer d'amendements sans les faire passer par le groupe, des menaces assez récurrentes. On a entendu des menaces de sanctions contre un certain nombre de députés, députés et eux d'ailleurs, la plupart du temps, qui n'avaient pas tout à fait la même ligne que le parti En Marche. Donc c'est quand même une marque de défiance assez fort. Ça présage mal quand même d'une présidence. Je le rappelle, évidemment, la présidence, alors moi c'est en tant qu'assistant parlementaire, ancien assistant parlementaire que je le dis, la présidence c'est évidemment quelqu'un qui sort d'un parti politique. Mais une fois que vous êtes élu président, vous avez quand même un peu un rôle de faire fonctionner l'Assemblée, opposition et majorité comprise. Il faut être assez neutre, vous rentrez dans une certaine neutralité. Quand vous êtes élu comme ça montre quand même que même dans votre propre groupe, il y a un doute sur la façon dont vous allez faire fonctionner l'Assemblée. Merci Alexandre Priot. Autre info que j'ai annoncée, c'est le rapport parlementaire qui propose de rendre obligatoire l'armement des policiers municipaux. Dans le rapport piloté par Jean-Michel Fauvergue et Alice Toureau, ils ont fait 78 propositions pour favoriser la coproduction de sécurité, je cite, entre policiers, gendarmerie nationale, police municipale et même agents de sécurité privée. Et pourquoi pas émis l'idée de la création d'une nouvelle école. Qu'en pensez-vous? Alors, moi, il n'y a qu'un mot qui me gêne, c'est obligatoire, parce que je pense qu'on n'a pas à rendre les polices municipales armées obligatoires. C'est un choix du maire. Moi, personnellement, j'y suis favorable. Il y a quelques mois, je m'étais prononcé là-dessus à Cergy. Je pense que la police municipale de Cergy devrait être armée, en partie en tout cas. On n'est pas obligé d'armer l'intégralité des agents. C'est ce que fait par exemple le maire d'Argenteuil. Une partie simplement de la police municipale d'Argenteuil est armée. Il a choisi un certain nombre d'agents sûrs, qui connaissent parfaitement la ville, qui ont été formés pour. On ne distribue pas des armes. Il faut quand même aller sur quelque chose de sûr. Je pense que c'est une bonne chose, tout simplement parce qu'aujourd'hui, la police municipale, de plus en plus, fait le même travail que la police nationale. Pour tout un tas de raisons. La principale raison, c'est qu'aujourd'hui, on demande de plus en plus de sécurité quand vous organisez un événement. Quand vous organisez un grand événement public, vous ne savez pas qui vous protège. C'est un mélange entre la police municipale et la police nationale. Vous allez avoir une entrée qui va être protégée par la police nationale et une autre entrée qui va être protégée par la police municipale. Ils ont exactement les mêmes risques, ils croisent les mêmes personnes, ils interviennent sur les mêmes territoires. Ça me paraît normal qu'ils soient équipés de la même façon et donc armés dans un certain nombre de cas. Et puis, comme je le disais, c'est quand même eux qui connaissent le mieux les habitants, la population, donc peut-être que c'est pas mal. Ils ont un rapport complètement différent, évidemment, que la police nationale. Ils ont un rapport plus proche de la population, plus simple aussi. La police nationale, elle a toujours à s'occuper d'autres choses, notamment par exemple les grands trafics, qui sont largement au-delà du cadre simplement municipal. Donc je pense que dans ce cadre, peut-être aussi un petit peu d'une redéfinition entre les entreprises de sécurité privée, la police municipale, la police nationale ou la gendarmerie dans certains cas. Je pense que voilà, il y a des choses à faire, mais de plus en plus, les polices municipales font le même travail que les polices nationales. À mon avis, leur équipement égalitaire serait une bonne chose, surtout dans des grandes villes. Alors après, à la campagne, ça peut se discuter.
Alors, dernière info que je n'ai pas annoncée d'ailleurs, sur laquelle j'aimerais bien quand même votre avis, puisque vous êtes avec nous aujourd'hui, Alexandre Pueyo. Je rappelle que vous êtes conseiller départemental du Val d'Oise. C'est à l'heure où l'on parle de privatiser la Française des Jeux et Aéroport de Paris. On voit que au Royaume-Uni, qui avait privatisé dès les années 80 certaines lignes de chemin de fer, l'exploitation du gaz, l'électricité, les prisons, eh bien ça y est, ils reviennent en arrière, ils veulent renationaliser certaines lignes de chemin de fer, ils veulent renationaliser la prison de Birmingham qui a eu droit à une inspection et où on a vu qu'elle était dans un état de saleté et qu'elle était désastreuse. Qu'en pensez-vous, nous qui partons sur des privatisations à tout va finalement? On n'est pas au même niveau que l'Angleterre quand même. Alors juste pour la petite histoire, contrairement à ce qu'on dit, c'est pas Margaret Thatcher qui a privatisé les trains, c'est son successeur John Major, parce qu'elle était contre, juste pour la petite histoire. Et elle était contre pour une simple et unique raison, c'est que quand on privatise, il faut une rentabilité. Donc si vous pensez qu'une entreprise comme l'électricité peut avoir une rentabilité dans le privé, pourquoi ne pas la privatiser? Après c'est un choix politique, voilà, par rapport à un certain nombre d'entreprises. Une prison n'a pas à chercher de rentabilité. Donc on ne peut pas privatiser une prison. Enfin moi je suis contre. Parce qu'on ne recherche pas sur une prison de la rentabilité. On ne cherche pas non plus de la rentabilité sur une ligne de métro ou de train. Donc oui, peut-être à la concurrence, mais il faut toujours que les pouvoirs publics soient propriétaires des infrastructures et qu'ils aient la possibilité, à travers des contrats extrêmement serrés, de surveiller et de contrôler ce que font les opérateurs. Donc pour les transports publics, peut-être sur des grandes lignes, je pense que ce sera extrêmement compliqué, voire négatif si on le fait sur des lignes de transport en commun, on va dire interurbains, type RER ou métro. Peut-être que des grandes lignes type TGV pourront être privatisées. Mais je pense que sur des lignes de transport d'agglomération, ce n'est pas une très bonne idée, parce que vous aurez forcément à un moment la difficulté de la petite ligne qui passe par le quartier, soit un peu excentré, soit le quartier moins habité, soit le quartier difficile, où l'entreprise privée vous dira « je ne veux plus y aller parce qu'on me caillasse mon bus, parce qu'il n'y a que 4 personnes qui montent le matin et c'est pas rentable ». Ben oui, c'est pas rentable. C'est pour ça que c'est aujourd'hui un service public, c'est qu'il n'y a pas de recherche de rentabilité. Oui, comme j'ai annoncé la semaine dernière, maintenant c'est la RATP qui va être mise en concurrence d'ici 2029 sur certaines lignes, en tout cas sur toutes les lignes nouvelles qu'elles vont devoir créer. Voilà. Alors, mais vous n'avez pas répondu à ma question, Alexandre Pueyo. Alors, que pensez-vous, vous, de la privatisation d'ADP? Alors, moi, la privatisation d'ADP, j'ai quand même un gros doute. Je suis peut-être favorable à une privatisation à partir du moment où les collectivités locales pourraient rentrer dans le futur conglomérat qui sera propriétaire d'ADP. Est-ce qu'un opérateur privé, on parle beaucoup de Vinci, pourrait être majoritaire? Pourquoi pas? Finalement, c'est une entreprise de travaux publics qui va investir dans cette grosse infrastructure. Mais je pense qu'on ne peut pas laisser seule une entreprise privée gérer l'aéroport de Roissy, deuxième aéroport d'Europe, premier aéroport français, qui, par rapport au tourisme, au développement économique, au fret, est absolument essentiel. Je rappelle aussi que nous avons de la continuité territoriale avec nos DOMCOM d'ailleurs, donc il faut respecter. Voilà. Et que donc ces avions n'ont pas arrivé à minuit ou à partir à 6h du matin. C'est actuellement une entreprise publique qui organise ça, donc c'est pas la même chose. Donc oui, dans un certain cadre, si des collectivités locales ou si l'État reste actionnaire, et peut-être actionnaire au-delà des 30%, leur permettant d'avoir une minorité de blocage. Est-ce que les collectivités ou le département font partie du tour de table de réflexion en ce moment au ADP? Tout à fait, les départements en tout cas. Je sais que la présidente, Marie-Christine Kalecki, on a déjà parlé avec son collègue de Seine-et-Marne, avec son collègue de Seine-Saint-Denis et avec Valérie Pécresse, la présidente de la région, parce que c'est aussi un agent régional, pas seulement valdoisien, pour voir dans quel cadre on peut, peut-être à ce moment-là, tous ensemble, à plusieurs, créer par exemple un syndicat mixte et rentrer dans le capital derrière du futur ADP privé. Mais je pense que les collectivités doivent garder un regard sur ce qui se passe pour des questions ensuite de pollution, de nuisances sonores extrêmement importantes, d'aménagement du territoire. Parce qu'autour de Roissy, c'est bien le département aujourd'hui qui fait les routes.
qui aménagent, qui créent des lignes de bus. Donc il faut qu'on ait un contrôle aussi sur ce qui se passe dans cet aéroport. Absolument. Merci Alexandre Pueyo pour tous ces commentaires et ces nouvelles informations. On va faire une nouvelle pause musicale et après on revient avec vous. On donne la parole à Frédéric Marquette pour son livre 100 jours pour réussir. C'est donc notre thème du jour. À tout de suite. Donc dans l'ordre là maintenant, Frédéric Marquette. Donc si vous voulez interférer, Jean-François et vous Alexandre, vous faites un petit signe que j'annonce votre nom, c'est tout, et vous lui posez la question que vous voulez. Après, on donne la parole à Jean-François, et ensuite de nouveau à vous pour finir sur une chose plus culturelle, voilà. Parce que là on va être très sérieux, entreprise. Donc n'hésitez pas à interagir avec Frédéric Marquette, hein, Jean-François. Oui, bien sûr. Et puis peut-être Jean-François à donner quelques exemples d'entreprises du Val d'Oise, ça serait pas mal. Bien sûr, bien sûr. Vous aussi Alexandre, si vous Si voulez. j'ai des idées. Alors, vous n'étiez pas avec nous tout à l'heure, donc Frédéric Marquette a publié 2 livres, le 1 qui s'appelle 100 jours pour réussir, donc il y a 7 clés pour réussir une prise de fonction à partir de témoignages recueillis auprès d'une quarantaine de dirigeants, et l'autre qui s'appelle Pourquoi eux, les secrets d'une ascension. Donc si on a le temps, on en parlera, mais on va d'abord parler des 7 clés, enfin on va peut-être d'abord parler un peu de votre parcours. D'accord. C'est ça qui est intéressant, c'est comment vous en êtes venu à pouvoir nous dire les 7 clés pour réussir une prise de fonction. Et ce que fait EIM. Il y a beaucoup de sociétés qui font du management de transition. Il y en a 5 importants en France. Et puis, C'est qui? C'est 60 très KPMG, des gens comme ça? Non. Non. Les principaux sociétés, en dehors de l'IM, il y a Deltus, il y a Nîmes, Delville. Bon, voilà. Je ne connais pas. Mais c'est un marché qui est encore, bon, pas négligeable, mais pas extraordinaire. Le société des missions faites par des cadres dirigeants et qui sont intermédiés par les sociétés, en dehors des dirigeants qui font même des missions à titre personnel, c'est à peu près 150 millions d'euros en France. Donc c'est ni complètement négligeable, ni massif. Et c'est bien, je trouve, finalement, si on a un problème en tant que dirigeant, de pouvoir faire appel à quelqu'un comme ça pour une durée X. Bah, C'est pas mal. Vital, hein. C'est des entreprises qui peuvent mourir. Hein. La disparition d'un dirigeant brutalement. J'ai jamais pensé à faire ça, j'aurais dû. C'est un bon métier. Hein. Non, mais c'est vrai. Ça suppose une vraie agilité de l'esprit quand même. Hein. Mais Ah bah oui. On en a eu un, Val d'Oise Habitat. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ah oui. Au moment de la fusion avec, Oui, c'est vrai. le Pied-Voix, on a eu un manager de transition. Ouais, Vous c'est allez vrai. pouvoir nous donner le cas Ouais, de Val Parce d'Oise que Habitat. c'était 2 cultures d'entreprises extrêmement différentes. Mhm. Et avec le Pied-Voix, où nous ne récupérions que les employés et les immeubles du Val d'Oise en plus. Mhm. Donc ils étaient séparés de leur maison mère dans On y les va Yvelines. 30 secondes. Ok. Dans 30 secondes, on reprend. Donc c'était assez compliqué pour eux parce qu'ils quittaient leur entreprise pour aller à Val d'Oise Habitat tout en conservant malgré tout leur bureau. Enfin, bon, ils C'est étaient- qui là déjà? Ah oui, c'est Claude Giraud. Ouais. Coucou Bruno. 15 secondes. Ça va? Bonjour. Bonjour messieurs, dames, bonjour. Attention, on reprend. Les conseillers municipaux aussi, les conseillers Ah non, je ne suis pas communautaires. conseiller Ah non, d'accord. conseiller départemental. Oui, oui. Ah, je pensais que- C'est déjà pas mal. Et j'avais tout fait. Nous voici de retour. On vient d'entendre Calogero, 1987. Nous sommes toujours au bar de l'économie et ce jusqu'à 10h30. Nous sommes en compagnie d'Alexandre Pueyo, conseiller départemental du Val d'Oise, de Jean-François Benon, directeur du comité d'expansion économique du Val d'Oise et de Frédéric Marquette, qui est donc consultant chez EIM. Vous êtes conseil en management et notamment en management de transition. Alors avant de parler de votre livre, parce que c'est ça qui m'a fait réagir, les 7 clés pour réussir, si on pouvait claquer des doigts et puis tout de suite trouver les clés, c'est quand même formidable. Donc Frédéric Marquette, qu'est-ce que c'est que le management de transition et comment en êtes-vous arrivé là? Bien, le management de transition, pour faire simple, c'est de l'intérim de cadres supérieurs ou de cadres dirigeants. Et des entreprises comme EIM mettre en place, dans des délais qui sont relativement courts, ça peut être de l'ordre de la semaine, des cadres dirigeants, directeurs généraux ou membres du CODIR, pour faire face à une situation d'urgence
ou par exemple décès, maladie du dirigeant, ou situation de crise, ou simplement accompagner une équipe en place pour gérer un projet de développement, de redressement, d'accompagnement du progrès. Et ça dure, les missions peuvent durer combien de temps en moyenne, c'est 7-8 mois. 7-8 mois. Mais il y a des grandes variations. Il y a ça des peut missions être un mois qui peuvent durer un mois, c'est relativement rare, mais court. pour faire un audit très précis sur une situation faite par un praticien. Et la plus longue mission que j'ai gérée durait 5 ans. Ah oui, 5 ans. C'était très drôle, c'est pour un grand groupe français, c'est une mission à l'étranger. Et la plupart des gens des groupes à qui j'en parlais étaient persuadés que cette personne-là faisait partie du groupe, voire même était un des éléments stables du groupe, parce qu'elle était la même fonction depuis 5 ans. Alors pourquoi 5 ans? C'est parce que la stratégie d'entreprise a changé 5 fois. Il fallait d'abord fermer le site, préparer la fermeture du site. Ensuite, ils ont changé de stratégie. Ils ont dit, bon, on ne va pas fermer, on va regrouper le site et fusionner avec un site voisin. Et puis après, ils ont changé d'idée, on va revendre l'activité. Là, mon collègue italien avec qui je travaillais m'a dit, mais ils ne trouveront jamais d'acheteurs pour ça. Et ils sont revenus sur un projet de fermeture et la personne a géré la fermeture jusqu'à la fin. Donc ça a pu durer 5 ans. Et ça a pu durer 5 ans. Mais qu'est-ce qu'ils font, ces dirigeants? Après, vous leur retrouvez d'autres missions? Après, on leur retrouve d'autres missions, parce que beaucoup de dirigeants en font un métier. Il y a des gens qui ont travaillé avec nous, qui travaillent avec nous depuis 10-15 ans. D'accord, donc en fait, c'est du dirigeant en intérim, finalement. C'est du dirigeant en intérim, absolument. Voilà. Et notre rôle, c'est à la fois de choisir la bonne personne en fonction du contexte, de la mission, des objectifs, et également d'accompagner les gens, un rôle de coaching, effectivement, dans la gestion du projet et l'avancement de leur mission. Et également s'assurer, effectivement, que le lien, la relation avec notre client se passe bien, jouer un rôle d'intermédiaire, faciliter, fluidifier la relation. Alors, vous avez publié un premier livre qui s'appelait « Pourquoi eux ?» Alors justement, j'ai envie de vous dire pourquoi. Le premier livre, c'était « 100 jours pour réussir ». Ah, c'était l'inverse. Donc voilà. Le second, c'est « Pourquoi eux ?» Alors justement, pourquoi eux? Les deux livres sont tout à fait liés à cette activité. Bien sûr. J'ai eu un certain nombre d'années l'idée de dire, bon, la durée moyenne d'une mission, c'est à peu près 150 jours. Et donc, je pense qu'au travers des différentes missions que nous faisons, nous avons une expérience particulière sur, effectivement, la prise de fonction. Et moi également, en tant que dirigeant dans le passé, je pense que j'avais relativement bien réussi mes prises de fonction. Et j'ai eu l'idée de réunir un groupe de managers de très bon niveau qui travaillent régulièrement avec nous pour mettre ensemble les bonnes pratiques. Donc, il y a un certain nombre de réunions de travail. Et après ça, j'ai décidé d'élargir ça, non seulement à des managers de transition, mais à des cadres dirigeants de haut niveau, pour voir comment ils avaient géré leur prise de fonction. Certaines personnes pensent que le management de transition est un monde complètement à part, avec des règles de gestion qui sont complètement à part. Et moi, j'étais persuadé, et d'ailleurs l'enquête l'a révélé, qu'un bon manager de transition, c'est d'abord un bon manager. Bon, après, il faut qu'il sache s'adapter rapidement à une situation, être parachuté du jour au lendemain, et puis commencer, après quelques jours, quelques semaines, à prendre des premières décisions. Donc, ça, c'est pas donné à tout le monde. Mais un manager de transition, c'est quelqu'un qui a été un bon manager. Donc, c'est quelqu'un, comme on dit actuellement dans notre langage, qui est agile. Qui est agile. Et effectivement, l'enquête élargie auprès de grands dirigeants. Pour donner un exemple, j'ai interrogé avec beaucoup de plaisir Jean-Pierre Clamadieu, qui avait repris la direction de Rhodia à l'époque dans une situation très catastrophique. Rhodia, le groupe de vêtements Rhodia, pardon, de film. Et donc, ça a complètement confirmé qu'il y avait une large convergence de tous les dirigeants sur les bonnes pratiques et ce qu'il fallait faire quand on prenait leur fonction. Et également une convergence sur le fait que les 100 jours ne sont pas un mythe, il y a effectivement un effet des 100 jours. Finalement, c'est un livre qui pourrait tout à fait convenir à tous les jeunes entrepreneurs. Qui peut convenir à toute personne qui prend une fonction dans un contexte un peu délicat. Et je pense que même si le livre est plutôt orienté dirigeant et certains aspects, par exemple les relations avec l'actionnaire, s'appliquent spécifiquement à des dirigeants, il y a des tas d'autres aspects qui s'appliquent à peu près à toute prise de fonction d'un cadre qui a un certain niveau de responsabilité. Alors on va dévoiler quand même quelques secrets, donnez-nous quelques clés pour réussir quand même. Alors, parce que... Bon, dans le livre, je détaille à peu près 50 clés réparties dans 7 thèmes. On va bien sûr pas les passer tous en revue. Non, on n'a pas le temps. Mais pour donner quelques clés, la première c'est le temps compte. Alors les 100 jours, il ne faut pas prendre ça au pied de la lettre. Le 100 jours, c'est significatif, c'est simplement un symbole du fait que si on n'a pas réussi les 100
Alors ça peut être les 90, les 100 ou les 200, là, il n'y a pas le problème. Mais si on n'a pas réussi sa prise de fonction, si on n'a pas réussi à imposer sa personnalité, à donner confiance et à impulser un nouvel élan, ça sera beaucoup plus difficile de réussir par la suite. Donc en fait, c'est ça, c'est la confiance finalement en premier. L'objet des 100 jours, effectivement, c'est de bâtir la confiance. Et pour ça, il faut prendre des premières décisions rapidement et viser quelques premières victoires rapides. C'est-à-dire il ne s'agit pas d'annoncer un grand projet à 3 ans qui tardera à se réaliser. Bon, ça s'applique très bien au domaine politique. Par exemple, j'ai l'exemple de retournement, l'inversion de la courbe du chômage, qui est un grand indicateur qui a tardé à se réaliser, qui a complètement plombé notre économie de Hollande et notre économie. Mais si je prenais l'exemple de Rhodia et de Jean-Pierre Clamadieu, lui, dans une situation où Rhodia était pratiquement en faillite, il a annoncé en interne et en externe un plan d'action précis et jalonné à relativement court terme. Et chaque mois, il a dit voilà, j'ai dit que je fais ça, je l'ai fait, j'ai dit que je fais ça, je l'ai fait. Et c'est comme ça, par une politique de petits pas, qu'on bâtit et qu'on rétablit la confiance. Et également, il y a une question d'urgence, parce que dans des situations difficiles, même si toute prise de fonction n'est pas dans une situation difficile, il faut rapidement arrêter les hémorragies, rapidement gérer une crise financière, trouver d'autres financements. Donc c'est la notion d'urgence et de rapidité qui est la première règle. Et pour ça, il faut savoir agir avant d'avoir tout compris. S'il faut prendre des premières décisions au bout de 4, 5, 6 semaines, il y a effectivement l'expérience et le savoir-faire du dirigeant qui rentre en compte, mais il y a aussi son intuition. Il faut savoir faire confiance à son intuition, alors bien sûr qui est basée sur une certaine expérience, et pas vouloir avoir une vision exhaustive de la situation pour prendre les premières décisions. Il y a un autre point qui est très important, c'est celui des hommes. J'allais vous poser la question, justement. Un dirigeant n'agit pas seul, il ne fait rien par lui-même. Donc, c'est pas lui qui marque les buts, c'est comme Deschamps, c'est pas lui qui marque les buts, c'est pas lui qui arrête les buts. C'est lui qui met en place une équipe, qui l'anime, qui la coach. Voilà, donc les bons hommes à la bonne place, enfin les bons hommes ou les bonnes femmes à la bonne place. Mettre les bons hommes à la bonne place, et ça, il faut le faire assez vite. Il faut que les gens qui sachent que vous comptez sur eux le sachent, parce qu'effectivement, ils vont adhérer. À l'inverse, s'il y a quelques personnes dont vous présentez qu'ils seront un obstacle important à l'avancement et à la conduite du projet, il faut ne pas hésiter à s'en séparer proprement mais rapidement. Quand on interroge les dirigeants sur quel est votre plus gros regret, s'il y a quelque chose dans votre carrière à refaire, qu'est-ce que vous feriez? Eh bien, dans la grande majorité des cas, la réponse c'est « j'ai trop tardé à me séparer de certaines personnes dont je pressentais qu'elles seraient effectivement un obstacle au changement ». Mais ça, je crois que c'est valable partout, pas seulement dans l'entreprise, mais partout, que ce soit dans la fonction publique, dans tous les métiers finalement. Et je pense qu'il faut éviter ce que j'appelle l'effet Robespierre. C'est pas agréable de devoir dire à quelqu'un qu'il faut qu'on se sépare, même pour un dirigeant. Non, c'est pas agréable, mais c'est pas une raison pour retarder la décision. Et quand on le fait, on peut le faire de façon très propre et très convenable. Mais je pense que c'est beaucoup mieux que de laisser quelqu'un dans une situation d'incertitude, d'indécision. Il ne sait pas ce qui va devenir. Bon, il sent que sa situation est un peu menacée. Donc, clarifier les choses rapidement, le faire très proprement, l'aider à rebondir, l'aider à faire un outplacement, c'est quelque chose qui est positif pour tout le monde. Et qui est également positif pour l'équipe qui reste. Avoir des gens qui sont notoirement nocifs, soit incompétents, soit qui n'ont pas l'esprit d'équipe, soit qui critiquent tout, soit qui sont opposés à tout changement, et que ces gens-là restent en place, c'est un mauvais signal pour toute l'équipe. Alors, autre question, beaucoup de chefs d'entreprise sont des gens de réflexion, c'est-à-dire peuvent être des ingénieurs, des créateurs, mais ne sont pas des hommes d'action ou des femmes d'action, n'aiment pas aller au contact commercial. Comment on peut faire pour... Qu'est-ce que vous en pensez? Un bon dirigeant d'entreprise doit être tout l'inverse. Qu'est-ce qu'il doit être? Un bon dirigeant d'entreprise n'est surtout pas un cerveau dans un corps désincarné. L'intelligence peut être même contre-productive. Et là, je fais référence surtout au deuxième livre, Pourquoi eux? Alors, juste une parenthèse, pourquoi ce deuxième livre?
C'est également lié à mon métier, management de transition. J'ai dû interroger à peu près en 20 ans de carrière dans ce métier, plus de 5000 cadres confirmés. Et ça m'a toujours interpellé de voir la différence de parcours qu'il pouvait y avoir avec des profils, des formations qui au départ étaient relativement similaires. Et donc je me suis souvent interrogé quelle est la part de chance, de stratégie de carrière, de qualité, et si qualité, lesquelles. Et donc le livre Pourquoi eux, c'est plutôt qu'est-ce qui fait la différence et pourquoi certains arrivent au comité de direction d'un grand groupe, voire à la présidence d'un grand groupe, alors que les collègues qui étaient sur les mêmes bancs de l'école restent effectivement 5 niveaux en dessous. Et là, la conclusion, c'est les compétences professionnelles, l'intelligence, ça compte, mais c'est pas ça qui fait la différence. Des gens intelligents et compétents, il y en a beaucoup qui sortent tous les gens des grandes écoles ou d'autres types de formations d'ailleurs. Ce qui fait la différence, c'est la personnalité, c'est les caractéristiques personnelles. Et par rapport à ces caractéristiques personnelles, c'est quoi? C'est l'envie, la volonté de prendre des responsabilités, être prêt à assumer les responsabilités, ce qui, on pourra y revenir par derrière, ce qui ne veut pas dire l'ambition. La plupart des gens que j'étais interrogé n'avaient pas au départ une ambition effrénée. Au contraire, avaient éventuellement des projets complètement décalés, d'être officier de marine, d'être chanteur lyrique, d'être chef de gare, et puis il est devenu effectivement PDG d'un grand groupe. On pourra reparler de l'ambition éventuellement, mais donc c'est l'envie, être prêt à s'investir, être prêt à travailler. Le deuxième chose, c'est qu'un dirigeant, c'est quoi? C'est quelqu'un qui décide. Alors, il ne décide pas seul, il a des conseillers internes, externes, mais c'est lui qui, à un moment, assume le fait d'aller dans une direction plutôt que dans une autre. Et un des critères les plus discriminants du fait que quelqu'un, effectivement, accède à une grande fonction ou pas, c'est la capacité à prendre des décisions. Et la décision n'est pas quelque chose de purement intellectuel et purement la décision. Je me suis beaucoup intéressé en écrivant ce livre aux neurosciences et aux avancées actuelles des neurosciences, qui aujourd'hui, notamment à travers de quelqu'un comme Damasio, a montré que l'émotion qui vient du corps, qui vient des tripes, est essentielle pour prendre des décisions. Sans émotion, d'ailleurs, pourquoi on réfléchit, pourquoi on prend des décisions? Mais si on commence à vouloir réfléchir de façon rationnelle à des sujets quelque peu complexes, dans un monde qui est très volatile, dans un monde qui est très incertain, si on commence à vouloir aligner toutes les possibilités, toutes leurs conséquences financières, humaines, etc., à court terme, à moyen terme et à long terme, on n'arrive pas à prendre des décisions. Et en fait, on a besoin, mais c'est vrai pour le management, c'est vrai pour tout, on a besoin d'être guidé par nos émotions qui viennent de notre passé, des sentiments qu'on a reçus dans des situations similaires, quelque chose qu'on peut appeler l'intuition, qui permet effectivement de filtrer, d'orienter, de colorer nos choix. Donc le dirigeant n'est surtout pas un cérébral, c'est quelqu'un qui est également une personnalité, du caractère, qui a des tripes. Alors dernière question avant une petite pause. Mais alors qu'est-ce que vous pensez des business plans à 5 ans? C'est réaliste ça? Non, c'est pas réaliste. Ça sert à rien. Et à 3 ans, c'est encore faisable? Les business plans à 5 ans, on en parlait beaucoup dans les années 70. Aujourd'hui, on parle beaucoup plus d'agilité, d'évolution. Alors, c'est pas mauvais de réfléchir à qu'est-ce qui peut se passer, quels sont les projets, mais c'est un guide de la réflexion. En 5 ans, il se passe tellement de choses. Donc, quel auteur classique a dit il n'y a pas de vent favorable pour qui ne sait pas où il va. Donc, il faut avoir une idée de ce vers quoi on veut aller. Mais dans le monde actuel qui est, on dit parfois VICA, volatile, incertain, ambigu, c'est un terme qui vient des militaires, il faut avoir une idée, mais c'est surtout l'agilité, la réactivité qui est importante. Et pour être réactif d'ailleurs, en fait, il faut savoir prendre des risques. Mais c'est le rôle également les décisions, elles se prennent des micro-décisions à tous les niveaux. En fait, il faut savoir prendre des risques. Merci Frédéric Marquette. On va faire une pause cette fois, non pas en musique, mais en gastronomie, parce que Bruno Vigoureux est arrivé dans nos studios. Bonjour Bruno. Bonjour, alors, Florence. quel secret aujourd'hui?
Bonjour à toutes et à tous. Bah, figurez-vous que j'étais en train de chercher quelle recette j'allais pouvoir vous proposer pour ce matin et j'ai cherché et quand j'ai vu celle-là, je me suis dit tout de suite, je vais vous proposer ça. C'est vrai, je dois l'avouer, je me fais plaisir car j'adore ce plat. Maintenant, j'espère surtout vous faire plaisir avec ces tendrons de veau aux carottes. Tiens, rien que d'en parler, j'ai déjà envie de les préparer et de les La savourer. salive nous monte à la bouche. Tant mieux. Alors, c'est une recette pour 4 personnes. Vous comptez une trentaine de minutes de préparation. En revanche, attention parce que c'est une cuisson longue de 2 heures, alors il faut prendre votre temps. Mais l'avantage, c'est que vous pouvez préparer ce plat à l'avance. D'ailleurs, il n'en sera que meilleur. Alors, vous avez besoin d'un kilo de tendrons, de 500 grammes de carottes, d'une branche de céleri, de 4 échalotes, une feuille de laurier, une branche de romarin, un petit bouquet de sauge, de l'huile, du sel et du poivre. Alors vous pouvez demander à votre boucher de couper les morceaux de tendron en morceaux, vous pouvez le faire vous-même aussi. Dans une sauteuse, vous faites chauffer un peu d'huile d'olive et vous faites bien dorer les morceaux sur toute leur face. Puis ensuite vous baissez le feu, vous couvrez la sauteuse et vous laissez cuire pendant 1 heure. Pendant ce temps, vous épluchez les carottes et vous les coupez en rondelles, ça facilite la cuisson. Vous lavez et effilez la branche de céleri et vous la coupez en tronçons. Vous épluchez les échalotes et vous les coupez tout simplement en 4 dans le sens de la longueur. Dans une poêle, vous faites chauffer un peu d'huile d'olive et vous y faites revenir les carottes, le céleri, les échalotes, le laurier et le romarin. Vous salez et poivrez. Vous versez ce mélange dans la sauteuse avec les tendrons. Vous terminez en incorporant le bouquet de sauge. Vous couvrez et laissez cuire pendant 1 heure. Vous allez voir, c'est un régal. Vous accompagnez ce plat avec un brouillis, ce ne sera que du bonheur. À propos de vin, la foire au vin vient de commencer ou va commencer, ça dépend des établissements un peu partout. Les grandes surfaces sont en pointe et vous proposent des choix intéressant. Ça va chez Auchan à un Médoc Château Maison Blanche 2015 à 5,95 €, une superbe affaire. À un Côte Rôtie Les Lausières Maison Tardieu-Laurent 2016 à 27,50 €. Mais à Carrefour, à Géant Casino, chez Leclerc, Intermarché, Monoprix, vous avez de vraies pépites à trouver, à consommer avec modération, bien évidemment. Et puis, il y a aussi des maisons comme Lavinia ou des sites internet comme le Petit Ballon qui sont formidables. En fait, il faut prendre du temps pour bien étudier les vins et cela dépend aussi de votre cave et bien sûr de votre budget. Si je peux vous donner un conseil, c'est d'acheter la revue du vin de France, le numéro spécial consacré à la foire au vin. C'est une véritable mine et là, je suis sûr que vous allez trouver votre bonheur. Bonne dégustation et à très bientôt. Merci beaucoup Bruno. Effectivement, pour le vin, il vaut mieux écouter ou lire les conseils. C'est toujours mieux avant de se lancer sans connaître. À la semaine prochaine Bruno. J'y compte bien. Alors nous sommes toujours au bar de l'économie sur notre thème 100 jours pour réussir, le livre de Frédéric Marquette. Donc Frédéric Marquette, vous étiez en train de nous donner quelques clés pour réussir. Donc je pense qu'on va dire à nos auditeurs d'aller acheter ce livre et puis d'acheter peut-être aussi l'autre. Pourquoi eux, les secrets donc de ceux qui réussissent alors que par exemple on a pu faire les mêmes études et pourquoi certains réussissent et pas d'autres. Ça sera très intéressant. Mais je voudrais juste souligner un point, que c'est ce livre n'est pas l'apologie de la réussite effrénée de l'ambition. Chacun doit trouver sa propre voie. Il y a de multiples façons de réussir. Bien sûr. Tout le monde n'est pas fait et pour devenir effectivement un dirigeant du CAC 40. Et il y a un chapitre dans le livre qui est là-dessus. Qu'est-ce que c'est que réussir finalement? Qu'est-ce que c'est que réussir sa vie? Vous avez c'est tout à fait vrai de le souligner parce que finalement certains, pour réussir, n'ont pas de vie de famille. Alors est-ce que c'est un choix personnel? Donc effectivement, il faut prendre tout ça avec précaution. Un des critères soulignés par les dirigeants, c'est que dans les conditions de réussite, avant même les compétences professionnelles, il y a l'équilibre personnel et familial. Voilà, il faut d'abord choisir son équilibre personnel avant de vouloir faire carrière à tout va. C'est bien ça justement le thème de l'ambition, c'est un vaste mot sur lequel on pourrait philosopher encore un petit peu. On va quand même demander à nos invités, donc Jean-François Benon et Alexandre Pueyo, s'ils ont connu des managers en transition. Et puis après, on parlera de l'actualité aussi avec Frédéric Marquette, du prix maintenant que vous avez lancé. On annoncera la date si vous voulez bien tout à l'heure. Alors,
Peut-être qui veut, Alexandre Pueyo, avez-vous connu un manager en transition, deux transitions? De transition, il y en a eu un, notamment chez Val d'Oise Habitat, le bailleur Alexandre département. Pueyo, je rappelle que conseiller départemental. Voilà. Je suis administrateur donc, de Val d'Oise Habitat, voilà, qui est le bailleur départemental. Et au moment, l'année dernière, de la fusion avec l'Aupiévois, qui a été, entre guillemets, avalée par Val d'Oise Habitat, nous avons décidé de mettre en place un manager de transition, parce que c'était loin d'être simple de fusionner deux équipes qui avaient leurs propres histoires, leurs propres traditions, leurs propres façons de fonctionner. Val d'Oise Habitat existe depuis une quarantaine d'années, l'Aupiévois est encore plus ancien. Et en plus, côté Aupiévois, où c'était juste le Val d'Oise qui était fusionné avec Val d'Oise Habitat, sachant que leurs collègues des Yvelines et de l'Essonne partaient, eux, dans une autre société. Donc au-delà de la coupure, il y avait en plus une fusion derrière. C'est pas simple, et c'est vrai que ce sont des méthodes de travail tout simplement qui sont complètement différentes, des process qui sont différents, un organigramme qui n'était pas le même, un organigramme qui dans un cas était en plus coupé, vu que le siège était à Versailles, de l'Aupiévois. Donc on a mis en place un manager de transition pour justement permettre surtout de trouver le meilleur des deux côtés, et aller ensemble vers un nouvel office public départemental de logement social. Je rappelle que Val d'Oise Habitat, dans ce cas, est passé de 10 000 à 21 000 logements. Donc on a doublé. Oui, c'est quand même énorme, une lourde charge. Évidemment, ces gens n'étaient pas dans les mêmes bureaux, n'étaient pas au même endroit. Des managers ont préféré, même s'ils étaient dans le Val d'Oise, à l'Aupiévois, rester à Versailles avec l'ensemble Versailles, Yvelines et Essonne. Donc voilà, ça n'a pas été simple. Et c'est vrai que ce manager nous a permis tout simplement de trouver le meilleur de tous les process, de tous les employés, de réorganiser les services. Le meilleur compromis. Voilà, pour qu'on choisisse le meilleur, on n'élimine pas le moins bon. Je ne sais pas si c'est très clair, mais voilà, quand vous avez deux process, si on en choisit un, c'est pas parce que l'autre était nul. En fait, on remet les gens à la bonne place finalement. Et on remet surtout une structuration, une façon de travailler tous ensemble, de gens qui ne se connaissaient pas. Il est resté combien de temps, votre manager de transition, vous savez? Un peu moins d'1 an. Non, il a fallu donc une année. Après, il est resté un petit peu alors que la directrice était nommée. D'accord. Aussi pour permettre de continuer le travail. Merci, merci Alexandre Pueyo. Je rappelle que vous êtes conseiller départemental du Val d'Oise. On va poser la même question à Jean-François Benon, directeur général du comité d'expansion du Val d'Oise. Je n'ai pas de nom d'entreprise à donner, et d'ailleurs c'est souvent des sujets qui sont un petit peu sensibles et un peu confidentiels dans les entreprises. Il y a eu des cas évidemment où des PME confrontées à des départs brutaux de dirigeants ou à des décès ou à des maladies tout simplement. On a été confrontés à ces questions, mais je n'ai pas de nom à vous donner spontanément. Ce que je peux dire simplement, c'est que c'est une formule qui monte dans la prise de conscience d'un certain nombre de dirigeants, y compris dans les PME-PMI. C'est vrai que c'est une formule qui est assez bien identifiée dans les groupes, dans lesquels il y a des actionnaires et il y a des visions un peu stratégiques sur l'importance d'assurer une transition efficace en situation de tension ou de crise. Dans les PME-PMI, où on a des managements familiaux, c'est beaucoup moins évident. Et en même temps, comme le fait très bien M. Marquette, on rencontre de temps en temps des cabinets maintenant qui sont spécialisés dans ce domaine. Et je trouve que autour des organisations patronales, que ce soit le MEDEF, le MEVO, la CPME, cette notion de management de transition est quelque chose qui rentre dans les esprits beaucoup plus que c'était le cas dans cette strate d'entreprise il y a encore quelques années. Donc je pense que c'est des formules qui ont de l'avenir devant elles parce qu'elles assurent effectivement la continuité et puis parce qu'elles apportent justement cette capacité à prendre un peu de recul, à faire le pas de côté pour regarder un petit peu la situation au moment où l'entreprise connaît précisément une situation de mouvement. Voilà. Donc je crois qu'on peut être assez confiant sur la montée en puissance de cette formule, y compris dans des entreprises plus petites en taille. Alors justement, Jean-François Benon, vous avez pas mal d'actualités ce mois-ci et dans les premiers jours d'octobre. Oui. Peut-être on va parler un petit peu du 21 septembre, la rencontre avec les entreprises japonaises. Oui, vous savez que le Val d'Oise est un département qui depuis plus de 30 ans, et Alexandre Pueyo le rappellera sans doute en parlant des 50 ans de ce département, entretient des relations étroites avec le Japon, et notamment avec la région d'Osaka, et même au-delà. Cette relation de 30 ans, elle s'est traduite par l'implantation dans le département de beaucoup d'entreprises japonaises. On a à peu près aujourd'hui une bonne soixantaine de sociétés japonaises qui ont fait le choix de s'installer. Au cours des 18 derniers mois, il y a encore eu 5-6 sociétés japonaises qui ont fait le choix du Val d'Oise.
Je cite Sartorius, je cite Ménicon, Daito Kasei, Ifen Biomed, Mitsubishi Heavy Industries. Toutes ces sociétés ont décidé, soit sur le pôle de Roissy, soit à Cergy-Pontoise, d'implanter des établissements, y compris de production, et à Neuville-sur-Oise notamment, qui est dans le territoire dont a la charge Alexandre Pueyo. On a Ifen Biomed, qui est une société de Corée, qui a implanté et renforcé un très beau équipement de recherche en matière de biotechnologie. Et on a à Frépillon une très belle usine de cosmétiques autour d'Aito Kasei, qui va d'ailleurs s'agrandir encore. Et donc, et Madame Kaveki, la présidente du département, aura occasion d'aller rencontrer les dirigeants de la société d'Aito Kasei quand elle sera au Japon pour son premier déplacement officiel là-bas dans quelques semaines. Donc tout ça pour dire que nous avons ce tissu de sociétés japonaises dans le Val d'Oise et qu'il y a une tradition de les réunir de temps en temps, de réunir les dirigeants. Et là, le 21 septembre, effectivement, avec à l'initiative de Pierre Cuchely et avec le CEVO, nous avons Pierre Cuchely, président de la CCI, la Chambre de commerce et d'industrie, d'industrie, qui est également président du comité d'échange franco-japonais au niveau de la Chambre de commerce régionale Île-de-France. Donc aujourd'hui, Pierre Cuchely est très investi aussi dans cette relation avec le Japon et il apporte beaucoup d'énergie pour favoriser ces connexions, en n'oubliant jamais le Val d'Oise, évidemment. Et donc nous organisons ensemble, à l'initiative de Pierre Cuchely, une manifestation conviviale pour réunir ces dirigeants de sociétés japonaises du Val d'Oise, qui se passera dans l'établissement Ferrandi à Saint-Gratien. Et ce sera autour du vin, du fromage, enfin toute une tradition évidemment de mise en valeur des savoir-faire françaises en matière de gastronomie. Mais ça sera également l'occasion pour ces dirigeants d'entreprise, en présence de la présidente du département, Madame Kaveki, et de l'ambassadeur du Japon, qui nous fait l'honneur d'être présent, de découvrir le savoir-faire d'un établissement de pointe, qui est cette école de formation. Oui, qui s'est installée très récemment en Val d'Oise, à Saint-Gratien. À Saint-Gratien, et qui monte en puissance et qui est vraiment un des pôles d'excellence de formation au métier à la fois de bouche, évidemment, de restauration, de service et des sommeliers. Voilà. Donc je rappelle l'école Ferrandi à Saint-Gratien. Voilà, alors, autre manifestation. Le 21 septembre. Autre manifestation importante, notamment pour les jeunes entrepreneurs, c'est le forum du réseau des associations qui aident les entreprises en Val d'Oise, parce qu'il y en a beaucoup, on est très dynamique en Val d'Oise. Le Val d'Oise a une spécificité, y compris au sein de l'Île-de-France et de la Grande Couronne, c'est qu'on a effectivement un grand nombre de réseaux d'entreprises, clubs, associations d'industriels, associations par filière, associations par bassin d'emploi, etc. Nous avons, nous, au CEVO, identifié plus d'une soixantaine de réseaux d'entreprises, de structures pilotées par des dirigeants, réunissant des dirigeants. Et c'est très riche, et nous sommes sans doute un des départements les plus maillés en Île-de-France dans ce domaine. Et donc, la Chambre de commerce et tous les partenaires, d'ailleurs, du territoire, prennent une initiative tous les ans, c'est de réunir tous ces réseaux, ces têtes de réseau. Et le réseau Coaction, qui est donc la fédération de tous ces réseaux d'entreprises, organise une soirée qui se déroulera dans les locaux du CEDEFAS à Aubonne, qui appartient au département du Val d'Oise, le 1er octobre prochain. Donc c'est une soirée très conviviale, très riche, et tous les entrepreneurs qui s'intéressent à ces synergies autour des réseaux sont les bienvenus le 1er octobre au soir à Aubonne, au CEDEFAS. Alors, troisième information, Jean-François Benon, que j'avais retenue en ce qui vous concerne, c'est le 2 octobre, le festival du film Sécurité. On parlait de la sécurité tout à l'heure. Donc là, c'est la sécurité, c'est la 2e édition. Oui, et ça se passe évidemment à Enghien-les-Bains, puisque nous avons un partenaire et un sponsor qui est le Resort Barrière, évidemment, qui nous accueille pour une partie de cette manifestation, avec la ville d'Enghien, que l'on remercie également en mettant à disposition le Centre des Arts d'Enghien, qui est très branché sur le cinéma. Nous organisons la 2e édition du Festival du film de sécurité. Alors, ça paraît un peu original, mais on s'est rendu compte, vous savez, qu'on a créé dans le Val d'Oise ce cluster autour de la sécurité qui monte en puissance, avec des grandes entreprises et avec des partenaires publics et privés autour de ce milieu, avec le soutien du département du Val d'Oise et de la région d'Île-de-France, que l'on remercie évidemment. Et donc, nous avions lancé un petit peu, en matière de communication, une première édition d'un festival pour mettre en valeur les films autour de la sécurité qui existent dans les entreprises. Il y a beaucoup dans les entreprises de films destinés aux clients, destinés aux salariés, pour éduquer, pour informer sur les questions de sécurité, de cybersécurité, mais pas uniquement, de sécurité au travail, etc. Et il y a un gisement énorme de films, comme il y avait des films de l'environnement, il y a des festivals de films de l'environnement, il n'y avait pas de festival de films de sécurité, et on s'est rendu compte qu'il y avait de quoi faire. Et donc on a lancé courageusement l'an dernier, en 2016, la première édition, qui a été un grand succès, avec plus de 90 films en compétition et 7 trophées remis à la fin, et puis des débats tout au long de la journée. Eh bien, on recommence, et effectivement, le 2 octobre se déroulera à Enghien-les-Bains, au Centre des Arts, et puis avec remise des prix, soirée de gala et remise des prix le soir
au Casino d'Enghien-les-Bains, nous aurons toute une journée de débats, de conférences sur les questions d'image dans la sécurité et comment l'image peut participer à la sécurité. Ça se déroulera en présence de beaucoup de responsables très impliqués dans ces milieux-là au niveau national et international, évidemment sous la présidence de Stéphane Voland, qui est secrétaire général de la SNCF, qui est président de notre cluster et qui est également très investi dans les questions de sécurité, puisqu'il est président du club français des directeurs de sécurité, le CDSE. Il est également vice-président du CNAPS, et donc il a beaucoup de choses à dire dans ces questions-là. Voilà. Donc on vous êtes invités, les entrepreneurs, tous ceux qui s'intéressent à ces questions-là dans le secteur public-privé sont invités le 2 octobre toute la journée, c'est gratuit. Les débats sont gratuits toute la journée sur ce deuxième festival du film sécurité. Merci Jean-François, c'est dit. Donc je rappelle 3 manifestations auxquelles les entrepreneurs sont conviés, le 21 septembre, le 1er octobre et le 2 octobre. C'est valable à tous les entrepreneurs, quels qu'ils soient, pas seulement du Val d'Oise, bien sûr. Alors Alexandre Peuillot, peut-être vous voulez réagir? Pour dire simplement que au département, quand Marie-Christine Cavecchi a pris la présidence en octobre dernier, elle a vraiment saisi ce problème de sécurité et donc elle a souhaité qu'un de mes collègues, Gilles Menat, ait une nouvelle délégation, une délégation à la sécurité. Et nous offrons aujourd'hui aux communes qui le souhaitent des subventions pour les aider notamment dans l'aménagement des locaux de police municipale, parce qu'aujourd'hui un local de police municipale, généralement il est relié à des caméras, c'est un CSU aussi, c'est beaucoup plus compliqué qu'autrefois. Je prends l'exemple dans mon canton, centre de surveillance urbain. Voilà. Donc je prends l'exemple d'Éragny-sur-Oise, où le maire Thibault Humbert a fait un gros travail là-dessus, sur la création d'un CSU, la reconfiguration d'un commissariat de police municipale, parce que au-delà des agents qui sont accueillis, c'est aussi un lieu qui accueille du public et que le département donc a aidé à financer et qui lui permet aujourd'hui d'avoir un outil efficace et un outil de proximité dans sa commune. Et je pense que les habitants en sont très heureux et moi je suis heureux en tant que conseiller départemental d'avoir pu aider cette commune, il y en a d'autres, à aménager, que ce soit en vidéosurveillance ou en aménagement de locaux ou aussi en achat de véhicules. Le département aujourd'hui aide les communes à investir dans la sécurité. Alors, Alexandre Peuillot, on va rester ensemble quelques minutes. Donc, pour vous, l'actualité, c'est une bonne nouvelle. Vous nous annoncez aujourd'hui, c'est que la Poste qui revient s'installer à Cergy. Elle revient pas, elle vient tout court. Elle vient tout court. Oui. Alors, je siège donc à la commission départementale de présence postale territoriale, c'est un peu long, mais qui est une instance qui réunit les élus locaux, la préfecture et la Poste. Et nous débattons et nous discutons sur l'organisation de la Poste et aussi beaucoup sur les fonds qui sont destinés à la rénovation urbaine, au public en difficulté et à la rénovation des bureaux de poste et puis aussi très souvent à leur modification. Et dans ce cadre, à Cergy, il y a eu beaucoup de modifications. La Poste du village est devenue une agence postale communale. La Poste de Cergy Préfecture déménage de son siège actuel aux Trois-Fontaines, ce qui va quand même faciliter l'accès parce que c'était une poste en zone piétonne. Quand vous avez des colis, c'est pas toujours très agréable. Donc là, on sera dans les Trois-Fontaines, dans un centre commercial. C'est quand même beaucoup plus simple et sympathique. Et donc, j'ai dans ce cadre proposé à la Poste d'étudier le fait d'ouvrir au Toulouse un relais poste commerçant, qui est un des 4 lieux d'accueil de la Poste, donc bureau de poste, agence postale communale, donc dans une mairie, soit en maison de service public, mais aussi chez les commerçants. Alors évidemment, c'est courrier-colis, il n'y a pas de banque postale, c'est courrier et colis. Et ça permet surtout d'avoir des horaires qui ne sont sans commune mesure comparables avec ceux de la Poste. Bien sûr, puisque c'est un bar tabac qui les accueille. Ouvre le dimanche matin. Et qui ouvre très tôt le matin, en fait. Qui ouvre très tôt le matin. Donc il va accueillir les gens de 9h à 13h le dimanche, tout le samedi dans la journée. Dans une place où, effectivement, il y avait un problème depuis quelques années d'attractivité. C'est une place piétonne qui est située en hauteur sur une dalle. C'est pas foncièrement évident d'abord de savoir qu'elle existe, parce qu'elle est retournée sur elle-même, avec malgré tout des commerces de très grande qualité qui ont une vraie clientèle fidélisée, mais qui ont du mal à trouver de nouveaux clients. Et donc, depuis mon élection, j'étais en discussion avec les commerçants sur ça, sans avoir toujours l'idée de ce que je pourrais apporter en tant qu'élu local, jusqu'au jour où j'ai compris comment fonctionnait ce relais poste. Le bar tabac, Eric Yalap, je le cite parce que c'est vraiment lui qui a accepté. Moi,
Moi, je suis plus un espèce de passe-plat organisateur qui est allé convaincre tout le monde, mais malgré il faut tout. quand même les convaincre. Voilà, mais c'est quand même un accord entre La Poste et ce bar tabac des Touleuses, qui permettra donc si vous avez des colis, voilà, Cergy, place des Touleuses, en face de la maison de quartier. Qui permettra d'avoir donc tous les services de la Poste en courrier colis, d'aller chercher ces colis, d'aller chercher ces recommandés, d'en envoyer bien évidemment, et qui vous évitera quand même les quelquefois longues queues de Cergy Préfecture. Et puis si vous avez l'occasion d'y aller, n'hésitez pas à faire un petit tour dans les commerçants riverains, ils seront ravis, boulangerie, agence immobilière, primeur, pharmacie, de vous accueillir sur une place qui comme ça redonne de la vie. Il y a un an, il y a le distributeur de billets qui est arrivé, voilà, la Poste revient. On est sur une pente positive. Voilà, une bonne pente, parce que c'est ça qui fait la vie d'une zone d'habitation, c'est les commerces et les choses pratiques qu'on peut avoir autour, et les services. Frédéric Marquet, vous voulez réagir? Oui, je pense qu'il faut souligner que le choix qui a été fait par la Poste en France est tout à fait original et différent de ce qui a été fait dans les autres pays. Par rapport à la baisse effectivement du courrier, par rapport aux autres solutions de colisage, par exemple aux Pays-Bas, il reste un bureau de poste pour les Pays-Bas. En Allemagne, je crois qu'ils en ont gardé à peu près un par département. Et donc en France, la Poste a choisi au contraire de s'appuyer sur le réseau dont ils disposaient pour effectivement développer d'autres activités qui viennent en remplacement du courrier, tels que les services bancaires ou autres. Absolument. Chose qui après pose des questions effectivement d'évolution et de formation du personnel. Mais je pense qu'il faut souligner que c'est un choix qui est tout à fait différent de celui qui a été fait dans certains pays. Absolument, vous avez raison de le souligner. Et en tant qu'élu local, je pense que l'important, c'est justement pas d'affronter la Poste. La Poste, elle est en train de se transformer, donc il faut monter dans le train et saisir les occasions, comme j'ai fait aux Touleuses, pour apporter quelque chose de plus à la Poste, hein, qui va reprir, et à la population. Mais c'est en accompagnant. Quand je dis convaincre, quelquefois, les coups de fil ont été longs, les mails ont été longs aussi, mais c'est pas grave. Le but, c'est d'arriver dans ce qu'ils font, dans leur transformation du réseau, à obtenir le mieux pour nos populations. Alors peut-être qu'il y a la même chose à faire avec la SNCF qui ferme ses guichets et donc on ne peut plus acheter de billets qu'à distance. Oui, c'est un peu la Poste, juste pour vous dire, la Poste perd en moyenne dans le Val d'Oise 7% de clients par an. Ah oui, dans les bureaux. Ce qui n'est pas forcément, d'ailleurs, le cas du colis. Le nombre de colis augmente. Mais les gens qui vont dans un bureau de poste, c'est moins 7% par an dans le Val d'Oise en moyenne, depuis les 5 dernières années. Donc malgré tout, dire on va conserver toutes les postes, ce sera compliqué, il faut les transformer. Alors, il nous reste 4 minutes d'antenne. Donc, Alexandre Rioux, on va quand même annoncer également l'actualité du département, puisque je rappelle que vous êtes conseiller départemental du Val d'Oise. Cette année, vous fêtez les 50 ans. Et puis, ce week-end, ça sera la journée patrimoine. Donc, deux petits mots là-dessus, parce qu'il nous reste 2 minutes. Alors, pas de souci. Moi, ce que je propose surtout, c'est aux Valdoisiens d'aller visiter, de profiter de ce week-end pour aller visiter les musées et les châteaux qui sont départementaux. Moi, j'ai un amour particulier pour le château de la Roche-Guyon, mais vous pouvez aussi visiter l'abbaye de Maubuisson, l'abbaye de Royaumont. Tous ces sites seront gratuits ou semi-gratuits. Château d'Écouen, tout à fait, qui est un musée national de la Renaissance. Oui, bien sûr. Le château d'Auvers, qui vient de réouvrir avec une nouvelle scénographie de présentation des œuvres et avec la présentation pour la première fois de la collection de tableaux départementale qui était dans une réserve jusqu'il y a un an et qui enfin est exposée au château d'Auvers. Un nouveau tableau et des nouveaux tableaux, des dessins qui correspondent à la période impressionniste. Vous verrez notamment des pointillistes qui sont absolument magnifiques. Des travaux extrêmement rares qui n'étaient plus montrés. Et tous ces lieux, je pense particulièrement à Maubuisson ou à Auvers, au château à Villarceau. Mais par exemple, à Maubuisson, vous aurez tout le week-end des ateliers, des animations, des jeux pour enfants, des petits jeux, des questionnaires, des visites commentées gratuites. Tous ces sites mettent en place un dispositif un peu particulier, un peu VIP pour les Valdoisiens. Il y a aussi les musées, évidemment, de l'archéologie à Guiry et le musée de l'outil. Donc, allez visiter notamment les grands châteaux, les grandes abbayes. C'est vraiment l'occasion. Tous mettent en place des dispositifs exceptionnels pour ce week-end d'accueil du public avec des visites, comme je l'ai dit, et des animations pour grands et petits. Donc, c'est à faire en famille. Merci Alexandre Pueyo, vous avez très bien cité. On a quand même en Val d'Oise, on a de la chance d'avoir beaucoup de monuments exceptionnels. Il faut le rappeler. Allez, on va le dire quand même, la préfecture du Val d'Oise, ouverte pour la première fois cette année, qui n'a jamais été visitée, le préfet l'ouvre.
C'est à Cergy, je l'en remercie. Donc à Cergy, au-delà de l'église Saint-Christophe ou de l'Axe Majeur, alors l'Axe Majeur c'est plus une promenade, vous pouvez le faire toute l'année, mais d'autres sites, voilà, vous pourrez visiter la préfecture du Val d'Oise. Alors c'est pas forcément un monument très beau, mais c'est un monument qui symbolise aussi les années 70. C'est une construction qui a son intérêt architectural pour ceux qui aiment ça. Et puis ça permet de comprendre le fonctionnement d'une institution. Alors, autre information, cette fois-ci, ça vous concerne, Frédéric Marquette, c'est après votre livre, c'était notre thème du jour, les 100 jours pour réussir lorsqu'on est entrepreneur, eh bien vous avez décidé de faire un prix et la prochaine session c'est le 8 octobre. Donc si vous avez choisi 40 entreprises, on n'a pas le temps de citer des noms, mais ça veut dire que si des entrepreneurs veulent concourir, eh bien pour l'année prochaine, il faut qu'ils vous contactent, j'imagine. Absolument, absolument, oui. Donc le 8 octobre, si on veut assister, il faut aller où ? Ça se passe avenue Georges V, mais à Paris. Donc il faut contacter donc Frédéric Marquette à la société, le cabinet EIM. On vous souhaite une très excellente journée. On vous retrouve bien sûr dès demain. Soyez avec nous demain. C'est un spécial Europe. Vous savez que c'est nouveau le vendredi. On parle de l'Europe. Et bien cette fois, je vous annoncerai donc l'info que vous avez dû entendre aujourd'hui à propos de la Hongrie. Et on en profitera justement pour débattre sur y a-t-il des valeurs encore en Europe. Bonne journée à tous. Ciao. Il va faire beau. À demain. Et merci à vous pour votre présence. Je pense qu'on a fait une très bonne émission. Merci. Ouais. Moi, je le sens, donc il n'y a pas de souci. À la poste, elle a créé des crispations. Hein.